Merci de nous retrouver depuis le siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au FESPACO. Vous faites bien de nous choisir et de nous suivre. Vous êtes au plateau de l'invité, un plateau spécialement dédié à cette 29e édition. Et pour l'invité du jour, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Delphine Yerbanga. Elle est réalisatrice burkinabé en compétition. Bonjour et bienvenue. Vous n'êtes pas à votre première participation, c'est une deuxième participation. On se souvient qu'à la première participation en 2021, vous êtes venu et vous êtes reparti avec le prix du chef de l'État. Rappelez-nous cette expérience que vous avez eue pour commencer. Okay, merci. Un très beau souvenir et au FESPACO 2021. J'étais en compétition avec mon long métrage documentaire Les traces d'un migrant, et qui a bénéficié en tout cas du Grand Prix du président du Faso, meilleur film burkinabé. C'était ma première participation au FESPACO et j'étais vraiment très contente d'avoir obtenu ce prix parce que ça a été un coup de maître. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été gratifiée en tout cas par ce prix. Voilà. Et je reviens, on va dire, 4 années après, je reviens en 2025 avec 2 films en compétition, à savoir Vérité des cœurs et Une si longue nuit. Justement, vous revenez 4 années après. Il y a pourtant eu le FESPACO en 2023. Où était passée Delphine Yerbanga pour 2023? Oui, en 2023, j'étais en développement parce que j'étais en train de travailler sur le scénario de Une si longue nuit. Mais j'avais déjà fini de tourner Vérité des cœurs et le film était en post-production. Donc nous étions en train de chercher des financements pour terminer le court-métrage et au même moment, j'étais en développement pour Une si longue nuit. Mais au FESPACO 2023, j'étais dans un jury de prix spécial, donc notamment le prix de l'église, la conférence épiscopale de l'église Burkina-Niger. Voilà, donc j'étais du côté des jurys et pas en compétition avec un film. Alors 2025, vous revenez en force avec 2 films en compétition. Déjà un long métrage intitulé Une si longue nuit et un autre court métrage, mais on va parler déjà du premier, le long métrage Une si longue nuit. De quoi parle exactement ce film? Oui, et Une si longue nuit traite de la question du terrorisme, de la résilience et des violences conjugales. Voilà, donc j'ai voulu en fait dénoncer les violences faites aux femmes, mais il fallait trouver un alibi pour raconter aussi ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la crise sécuritaire. Donc je mêle en fait violence conjugale et terrorisme dans le même film. Oui. Alors il y a un second film, c'est un court métrage cette fois-ci intitulé Vérité des cœurs. Et quelle est l'histoire qui est racontée et quel est le message dans ce film? Actuellement la situation sécuritaire nous préoccupe tous, donc ce qui fait que ça influence un peu nos créations. Donc Vérité des cœurs aussi traite du terrorisme. Donc ça se passe au Sahel où une famille en tout cas a reçu la visite malheureuse, je dirais, des terroristes qui ont assassiné sauvagement le père de famille Amédée. Et donc la femme devra tout faire en fait pour enterrer dignement son mari. Donc c'est un peu l'histoire de ce film. Comment déjà avec le premier film qui a été projeté, comment est-ce que ça a été apprécié? Quels sont les retours que vous avez déjà pu avoir? Oui, Une si longue nuit, comme je l'ai dit, traite du terrorisme. Et c'est l'histoire d'un voleur en fait qui rentre dans une maison par infraction et qui est témoin d'une scène de violence conjugale, qui décide de prendre parti pour la femme. Et la femme est mise dehors et le voleur accompagné du mari vont à la recherche de la femme. Mais elle a trouvé refuge dans un restaurant qui malheureusement a été attaqué. Donc c'est un peu cette histoire qui est dans le film. Et le film a été projeté déjà au Ciné Nerroyal, la première projection. Et le public a très bien accueilli le film. Et on mélange en fait tragédie et humour, donc drame et humour dans le même film. Donc pour dire en fait que dans un film, on ne doit pas que pleurer. Donc il faut aussi des moments d'humour en fait pour relaxer un peu, pour détendre un peu l'atmosphère. Et donc je trouve que le public cinéphile burkinabé et des professionnels venus d'ailleurs en tout cas ont très bien accueilli le film et je suis très contente. Pour 2025, qu'est-ce qu'on pourrait dire, parce que Une si longue nuit et Vérité des cœurs sont aux côtés d'autres films burkinabés, est-ce qu'on pourrait dire que le niveau est relevé pour 2025 pour le Burkina? Oui, je dirais que le niveau des films est assez bon quand même. Et pour 2025, il y a eu de l'amélioration en matière de qualité. Et quand on regarde les films qui sont présentés, on peut être satisfait.
il y a de belles œuvres de très belles factures qui sont sélectionnées dans différentes catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories au niveau du FESPACO. Et partout, dans toutes les sections, le Burkina Faso est représenté. Je peux dire que la moisson a été vraiment très bonne pour nous, c'est normal. Parce que depuis 2022, vous voyez qu'on a eu 2 appels de financement de la part du ministère de la Culture à travers le FDCT et le STCNCA. Donc, ce qui a permis que les gens puissent en tout cas tourner de 2022 à maintenant. Il y a eu beaucoup de production et c'est grâce à ces 2 financements qu'on a reçus. Donc, ça a permis en tout cas de rehausser le niveau des films qui sont présentés. Alors, vous connaissez bien le FESPACO avant que vous ne soyez présente avec des films en compétition. De votre expérience du FESPACO avant que vous ne puissiez compétir jusqu'à la première participation en 2021, cette participation en 2025, comment est-ce que vous trouvez l'organisation pour cette 29e édition? Oui, avant d'être en compétition avec des films au FESPACO, je prenais part au FESPACO en tant que membre de Ciné-Club. Et donc, j'étais dans l'espace junior et nous organisions des séances de projection pour les jeunes publics, notamment les élèves et les étudiants. Et on avait notre espace à nous, qui était le Sénasa ou en tout cas la salle Jean-Pierre Guingané de Sissin. Voilà. Et donc, depuis 2009, que je prends part en tout cas à cet espace junior-là, en tant que membre de commission. Voilà. Mais c'est depuis 2007 que je prends part même aux éditions du FESPACO. Donc vous voyez que c'est une très grande expérience du festival. Et j'arrive là maintenant en tant que réalisatrice en compétition avec des films. Je vois un peu comment ça a évolué. Et en tout cas, pour les éditions précédentes auxquelles en tout cas j'ai eu la chance de participer, c'était beau. Le FESPACO a toujours été le plus grand festival des cinémas d'Afrique. Et aujourd'hui, il y a plus de sections. Avant, il n'y avait pas beaucoup de sections. Mais depuis 2021, il y a eu de l'innovation. On a maintenant multiplié les sections, ce qui permet d'avoir plus de films en compétition. Ce n'est pas uniquement pour les Burkinabés, mais c'est pour tous les cinéastes d'Afrique en fait. Il y a plus de possibilités et il y a plus de prix spéciaux également. Donc ça, c'est vraiment une grande innovation. Et quand on regarde même pour aller dans les salles avant, il fallait aller s'aligner pour payer des tickets physiques, ce qui n'était pas simple parce qu'il faut s'y rendre le jour de la projection et souvent ne même pas pouvoir acheter. Donc, et actuellement, on vend en ligne. On a une plateforme d'achat avec Lidi Cash qui permet aux gens, depuis chez eux, de commander des tickets, de réserver des places, de choisir même leur siège avant même d'aller devant la salle. Donc ça, c'est vraiment formidable. Nous aussi, nous rentrons maintenant dans l'ère de la modernité, je dirais, et on organise maintenant notre festival aussi, et comme on le voit ailleurs. Voilà. Avec la digitalisation Oui, oblige, mais ça. quand on regarde aussi, vous êtes au cœur du système du cinéma à travers le FESPACO, de l'organisation, vous connaissez les différents jurys, vous savez comment est-ce que tout se passe. Du regard du réalisateur aussi, ajouté à vos connaissances, votre expérience, comment ça se fait que le Burkina se soit autant éloigné de l'étalon d'or Yenenga? On s'est éloigné de l'étalon d'or de Nyenenga, et justement à cause, je dirais, du faible accompagnement de la part de la politique, et en tout cas au cinéma. Parce que quand on regarde, les premiers films burkinabés ont eu beaucoup d'accompagnement, beaucoup de financement de la part de l'État. Est-ce que peut-être le maestro Idrissa Ouedraogo était beaucoup plus accompagné? Ils étaient plus accompagnés que nous. C'est des gens dont l'État les a portés. Et ils étaient à leur premier film, mais l'État était toujours là pour les accompagner. Aujourd'hui, quand un réalisateur sort de l'école avec son premier film, il n'a presque pas de soutien. Il n'y a pas de financement. On est obligé d'aller souvent hors de nos frontières pour avoir des soutiens et revenir présenter nos films à l'intérieur. Moi, mon film Les Traces d'un migrant n'a pas eu de financement de l'État au départ. Le film a été fini d'être post-produit avant de bénéficier du soutien, et grâce à la Covid-19, soutien aux artistes, qu'on a eu un financement, mais le film était déjà fini. Mais c'était mon premier film. Mais pas que je n'avais pas postulé. J'avais postulé, mais je n'avais pas eu. Donc c'est pour dire quoi? Mais j'ai pu faire le film grâce à des soutiens extérieurs. D'accord. Donc pour dire en fait que quand tu es à ton premier film, on n'a pas forcément confiance en toi. Pourtant, tu peux avoir un très beau projet. Et ça manque. Alors qu'avant, avec nos aînés, on les accompagnait parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Et l'État avait aussi envie de voir des films burkinabés en compétition parce que le FESPACO se passe chez nous. C'est d'abord chez nous et les autres viennent nous accompagner parce que c'est la grande messe des cinémas d'Afrique. Et donc quand le Burkina est absent, alors qu'il est pays organisateur,
ce n'est pas aussi très bien perçu. Donc l'État accompagnait beaucoup les premiers cinéastes, que ce soit les Gaston Kaboré, les Idrissa Ouedraogo. On a eu des œuvres de très belle facture parce que l'État a mis ce qu'il fallait comme moyen. Et l'État a même fait au-delà, parce que on se rappelle que l'État du Burkina Faso a accompagné Med Ondo au moment où tout le monde lui avait refusé des financements. Et c'est grâce à l'État du Burkina Faso que Saraouni a été fait et a été un étalon d'or au FESPACO ici. Et aujourd'hui, la rareté des financements font que les cinéastes triment pour faire leurs films. Ils ont du mal à avoir des accompagnements. Si dans ton pays même tu n'es pas financé, qui d'autre aura confiance en toi? Parce que souvent on te demande l'apport personnel et tu pars avec 0 franc, donc c'est difficile. Et ce qui arrive, on fait des films qui n'appartiennent même pas au Burkina Faso parce que celui qui donne l'argent est le père du film. Le film lui appartient. Donc on se retrouve avec des films burkinabés qui appartiennent à l'Occident ou en tout cas aux États-Unis ou en tout cas à d'autres pays africains. Quand c'est des pays africains même, ça va encore. Et donc comment est-ce qu'on peut avoir l'étalon avec ça? Et ces dernières années, ça commence à changer parce qu'il y a maintenant des financements. Il y a eu la création du FDCT et tout, qui permettent souvent d'avoir des appels ponctuels. Il y a le chef de l'État qui donne aussi souvent à l'approche du FESPACO. Mais je trouve que c'est toujours insuffisant. Parce qu'il faut donner ces financements-là bien avant le FESPACO. Il ne faut pas attendre à quelques mois du festival pour donner l'argent. Les gens n'arrivent pas à rentrer en production parce que le temps est trop bref. Et même quand ils arrivent à le faire, ça ne sort pas de films de qualité. Parce qu'il faut du temps pour produire vraiment des œuvres de belle facture. Donc moi, c'est cela que je reproche. Et je me dis que c'est la raison pour laquelle nous avons traîné, que nous avons traîné depuis 1997 jusqu'à maintenant sans avoir encore l'étalon d'or de Nyenenga. Mais je pense qu'avec un peu plus de chance cette année, 2025, ça peut être notre année parce qu'on a des films qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'État grâce aux 2 derniers appels dont j'ai déjà parlé, le FDCT et le dernier financement du ministère de la Culture, qui ont permis aux gens de finaliser leur production. Et donc j'ai foi que nous pouvons décrocher en tout cas le 3e étalon pour le bonheur des cinéphiles burkinabés. Est-ce que également le cinéma burkinabé n'est pas victime peut-être du nombre de réalisateurs que nous avons qui fait que la difficulté se pose au niveau de l'État en termes de soutien? On était autour de 500 millions en termes d'accompagnement pour 8 films qui avaient été retenus pour recevoir ces contributions. Et non seulement il fallait contribuer pour ces films, il fallait aussi contribuer pour un certain nombre de festivals autour justement de l'aspect culturel du cinéma. Est-ce qu'avec tous ces éléments, on aurait pu s'en sortir? Alors que contrairement à l'époque du maestro Idrissa Ouedraogo, on n'avait pas autant de nombre de réalisateurs, on n'avait pas autant d'activités qui gravitaient autour comme du festival où il fallait financer. Oui, c'est vrai, en son temps, il n'y avait pas beaucoup d'activités liées en tout cas au cinéma ou à la culture. Aujourd'hui, il y a plus d'initiatives culturelles et cinématographiques. Il y a des associations de promotion du cinéma qu'on doit financer. Mais c'est normal en fait. Tout ça fait partie du processus en fait de fabrication d'une vraie industrie du cinéma. Parce que si on fait nos films et qu'ils ne sont pas projetés quelque part, si on ne fait pas la promotion de nos œuvres, on rate en fait. Ça veut dire que le public ne verra pas nos films. Et donc, ça fait partie de la chaîne. Et l'État doit prendre tout ça en compte. Ça doit même aller depuis le développement, l'écriture du scénario, jusqu'à la finition et même à l'exploitation. Donc, on doit prendre tous ces maillons-là dans la chaîne de financement du cinéma. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est les montants qu'on donne. On ne peut pas donner 10 millions, 15 millions ou même 50 millions et espérer avoir un bon long métrage. Le cinéma est budgétivore, ça coûte de l'argent. Et pour avoir un film de qualité aussi, il faut vraiment les moyens qu'il faut. Il y a des budgets d'1 milliard, il y a des budgets de 500 millions. Et donc, quand on a 500 millions pour financer plusieurs projets, ça devient difficile. Peut-être qu'au lieu de donner peu à tout le monde, il faudra donner peut-être beaucoup à quelques-uns pour espérer avoir des œuvres de qualité en fait. Parce que l'idée, ce n'est pas de contenter tout le monde, ce n'est pas de contenter juste le secteur. Il faut qu'on ait une vision et la vision doit être de produire des œuvres de qualité qui vont nous représenter pour l'étalon d'or. Voilà. Alors, l'autre question aussi que j'ai envie de vous poser, parce que tout à l'heure, quand on parlait des difficultés liées au financement, vous avez dit qu'on se retrouve souvent avec un cinéma venu d'ailleurs, un cinéma financé par d'autres contrées. Est-ce qu'on pourrait dire que le cinéma africain, le cinéma burkinabé est souverain avec une telle cartographie que vous faites? Oui, on a un cinéma qui peine à être souverain.
Pourquoi? Parce que nous dépendons souvent des aides extérieures. Nous dépendons souvent des aides extérieures. Donc, quand un film, par exemple, ne bénéficie pas d'un seul soutien africain, est-ce que le film est vraiment africain? Oui, il est africain parce que le réalisateur ou le producteur est africain. Mais déjà dans la conception, dans la fabrication, le bailleur de fonds a mis sa marque. C'est sa marque déposée et il a envie de voir le film dont lui-même il rêve. Et celui-là qui a la main tendue, le réalisateur, n'a pas le choix que de faire ce que le producteur veut ou ce que le bailleur de fonds veut. On se retrouve avec des films qui ne nous ressemblent pas, des films qui ne peignent pas forcément notre réalité. Mais à qui la faute? C'est la faute à nos politiques nationales. Parce que tant qu'on ne financera pas nos productions, on n'aura pas des œuvres qui nous ressemblent. Parce qu'on produit d'abord pour les beaux yeux de celui qui nous donne l'argent. C'est en fait ça. On ne peut pas être souverain en demandant ailleurs. Il faut que nous-mêmes nous financions nos productions locales. Et la télévision nationale, par exemple, c'est un canal de diffusion de nos films. Si on produit beaucoup, la télévision va diffuser nos films, nos productions. Mais s'il n'y en a même pas, comment la télé va acquérir ces films-là? Voilà. Et c'est là où c'est intéressant de parler justement de la thématique retenue pour cette 29e édition, cinéma d'Afrique et identité culturelle. Avec ce que vous retracez, comment promouvoir l'identité culturelle que nous avons sur le continent à travers le cinéma si nous sommes obligés de récupérer des financements d'autres continents dans lesquels on va inculquer d'autres valeurs qui ne sont pas propres à nous? Oui, bon, c'est ça aussi la difficulté. Mais on fait quand même l'effort que dans nos films-là, nous ayons quand même notre culture. Les costumes qui sont utilisés souvent, c'est de chez nous, c'est du terroir. Et quand on regarde, on sait que ça vient de l'Afrique. Les langues nationales également. Nous faisons la promotion des langues nationales également dans nos productions. Vous voyez que le film de Danny Kouyaté, on parle en moré. Et généralement, lui-même, il fait ses films généralement en langue, soit en djoula ou en moré, en tout cas, c'est des langues du terroir. Et dans plusieurs productions, il y a toujours le moré qui revient, ou le djoula qui revient, ou le fulfulde. Donc ça aussi, c'est notre façon à nous de marquer notre identité dans nos films, de montrer en fait qui nous sommes dans nos films. Donc quoi qu'on dise, nos films, c'est le reflet de nos sociétés, à travers les personnes, à travers les décors et les costumes qui sont utilisés, et aussi à travers nos langues. Voilà. Donc, toute production d'ailleurs est le reflet de la culture, c'est le reflet de la société, et ça dépeint en fait les tares, ça dénonce les tares de nos sociétés. Donc ça reste quand même des œuvres africaines, même si le financement est extérieur. C'est vraiment des choses qu'on peut améliorer quand on dit qu'on veut que nos financements viennent de l'intérieur, c'est-à-dire viennent de nos pays, parce que ça va nous donner plus de possibilités, en tout cas, de souveraineté dans nos productions. Voilà. Mais on est obligé de faire avec les aides extérieures. Hein. C'est un plus, parce qu'on ne peut pas compter que sur les fonds nationaux. Mais on ne peut pas être seulement dépendant de ces fonds extérieurs. À partir du moment où l'aide extérieure nous obligera à faire la promotion d'une identité culturelle venant de l'extérieur, est-ce qu'il ne faut pas repenser autrement aussi? Oui, il faut repenser autrement. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas seulement être dépendant des fonds extérieurs. Il faut faire avec, c'est-à-dire il faut avoir d'abord un fonds de souveraineté, c'est-à-dire avoir un fonds au niveau local pour le cinéma qui te permet même déjà de dire que je peux commencer. Et quand l'autre vient avec son apport financier, ce n'est plus en fait pour tout remettre en cause parce que l'œuvre est déjà presque entamée. La fabrication a commencé. Et donc, il rentre en tant que partenaire. Il ne rentre pas forcément en tant que seul détenteur de tous les droits du film. En fait, c'est cela. Quand on partage les droits, on a aussi, on va dire quoi, on a des parts, on a des droits. Mais quand on n'est même pas financier, quand on n'a rien donné et que c'est l'autre qui a donné tout l'argent qu'il faut, c'est normal qu'il ait l'exclusivité et souvent ça nous détourne vraiment de nos objectifs. Voilà. Tout à l'heure, avant que nous débutions justement cette émission, vous avez parlé justement du souci économique qu'il y a pour le financement des films. Et là, vous avez soulevé l'idée d'aller vers un type de financement. Vous avez parlé d'un appel à contribution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et appel à contribution de la part de l'État, c'est ça? Moi, par exemple, dans la production de mes 2 films, j'ai bénéficié du financement du FDCT, qui est du ministère de la Culture. Et j'ai bénéficié également du soutien pour la post-production de mon film. Mais au-delà de ça, moi, je suis de la RTB. Et donc, la RTB est en coproduction, en tout cas, sur mon film Une si longue nuit. Donc, la télé a mis aussi les moyens. Donc, j'ai bénéficié de la logistique, du matériel de production de la télé. Et également de la ressource humaine parce que des techniciens de la télévision ont travaillé également sur mon plateau.
Voilà. Et j'ai fait appel également à d'autres techniciens qui sont venus travailler parce qu'on se connaît, on est amis, on a fait les mêmes écoles et on se comprend. Donc c'est vraiment l'apport de tout le monde. Si je n'avais pas eu également des comédiens qui m'ont compris, qui ont accepté de ne même pas être bien payés, je n'allais jamais pouvoir réaliser ce film parce que je n'avais pas les moyens qu'il fallait. Les financements reçus étaient vraiment insuffisants. J'ai bénéficié également de l'accompagnement de l'armée, voilà, et les militaires et la gendarmerie qui m'ont permis d'avoir la logistique militaire. Ils sont venus avec des pick-up, avec de la ressource humaine également parce que les vrais FDS étaient là et pour des patrouilles, des séquences de patrouilles dans mon film, pour l'intervention militaire. Et je ne pouvais pas payer leur contribution, je ne peux pas payer, je ne peux pas avoir des armes à ma possession, je ne peux même pas les acheter pour mon tournage. Donc c'est vraiment grâce à leur partenariat, à leur collaboration que j'ai pu acquérir tout ça. Et ça fait partie en tout cas de la production. Si c'était à budgétiser, ça fait partie du budget du film. Voilà, donc je peux dire que j'ai reçu quand même pas mal d'accompagnement de la part de l'État burkinabé parce que l'armée aussi fait partie de l'État burkinabé. Et je dis vraiment merci à l'État. Et je n'ai pas trimé comme avec Les Traces d'un migrant qui était mon premier film où je n'avais pas bénéficié vraiment de soutien. Alors, dernière question, quand on s'est autant investi pour la production d'un film, quand on est venu avec une expérience en 2021, on se retrouve en 2025 avec cette fois-ci 2 films en compétition, court-métrage et long-métrage. La question que je vous pose, est-ce qu'on arrive à rentabiliser? Est-ce que pour 2021, vous avez pu rentabiliser économiquement? Est-ce que pour 2025, vous êtes en voie de le faire aussi? Ok. Mon film Les Traces d'un migrant de 2021, non, on n'a pas monnayé, on n'a même pas eu la moitié même de ce qu'on a mis dans le film, parce que c'est un documentaire, un long métrage documentaire. Et le premier objectif du documentaire, c'est de toucher son public. Ce n'est même pas d'aller en salle. Ça peut aller en salle, mais ce n'est pas vraiment pour faire des projections payantes. Voilà, même si aujourd'hui on est en train de réfléchir à comment exploiter le documentaire autrement, parce qu'il faut aussi que le producteur ou le réalisateur puisse vivre de leur métier. Tout à fait. Mais nous, on n'a vraiment pas profité de ça. Et avec Une si longue nuit et Vérité des cœurs, d'abord, c'est des films d'auteur, parce qu'on n'a pas fait des films commerciaux, ce n'est pas des films populaires, et on s'est inscrit dans le cinéma d'auteur. Donc, ce qui fait que notre premier objectif, ce n'est vraiment pas de commercialiser, c'est de toucher le public, donc le public africain, à travers les festivals. Et quand nous allons finir de parcourir les festivals, nous irons en salle pour montrer quand même nos films. Et nous serons en partenariat avec le cinéma numérique ambulant pour aller dans les fins fonds de nos régions pour présenter le film. Voilà. Alors, nous sommes obligés aussi de parler de l'évolution technologique, du numérique où on est aujourd'hui. On parle de l'IA. Est-ce que Mme Yerbanga est prête à utiliser l'IA dans le cinéma? Et l'intelligence artificielle, on peut dire qu'on n'a même pas le choix en fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose. Voilà. Quand on écrit, déjà avant même d'écrire, vous voyez, quand nous on part dans les résidences d'écriture, on est souvent en face de personnes qui ne s'expriment même pas en français. Il m'est arrivé de faire des résidences dans des territoires anglais. Et j'ai été surprise de voir que quand je parle, les gens tenaient leur téléphone et traduisaient en même temps simultanément ce que je disais. Et quand j'ai voulu comprendre, on m'a dit en fait que c'est une application qui prend les audios, tout ce qu'il entend, et qui retranscrit automatiquement. Donc ton interlocuteur qui t'écoute n'est pas obligé de chercher un interprète. Mais ça se fait grâce à l'intelligence artificielle. Et pour nos doublages de films, actuellement, il y a des applications liées en tout cas à l'intelligence artificielle qui permettent de faire cela rapidement. Quand on monte un film, généralement, avant, on s'asseyait pour écouter de bout en bout, pour retranscrire, avant même de faire la traduction. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. On active seulement l'application sur le banc de montage et ça te ressort le film avec le timecode qu'il faut, avec tous les dialogues et musique, tout ce qui est bande sonore qu'on entend, ça te retranscrit. Maintenant, comme c'est la machine, on dit l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'humain. Il y a des erreurs parce que ça ramasse tout ce qu'il entend, à tel point que même si quelqu'un vient dire un mot, pendant que le film passe, ça sera dedans. Donc il faut quand même le concours de l'homme encore pour s'asseoir et identifier les sons qui ne devaient pas faire partie du travail et qui y sont, pour les enlever, pour qu'on ait vraiment le bon texte. Et je pense que les journalistes exploitent cela actuellement. Quand un journaliste vient sur le terrain t'enregistrer, à la fin, il t'envoie le texte.
pour que tu regardes et si tu as envie de modifier quelque chose, tu le fais. C'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes dans un monde qui évolue avec les technologies, les nouvelles technologies. On n'a pas le choix que d'aller vers. Maintenant, il faut faire en fait une bonne utilisation de ces outils-là pour ne pas aussi, on va dire quoi, détériorer un peu l'univers, l'atmosphère même de la production. Parce que malgré tout, il faut qu'on reste professionnel. La machine ne va jamais remplacer l'homme. D'accord. Alors, Delphine Yerbanga, quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ces acteurs qui aiment le cinéma, qui sont présents à Ouagadougou pour le FESPACO, aussi à l'endroit des téléspectateurs de Truth TV? Ok, vraiment pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir vivre le FESPACO avec nous au Burkina Faso, la capitale du cinéma africain, je leur souhaite un bon séjour, un bon festival et sentez-vous chez vous. Ici, c'est vraiment le pays des hommes intègres. Nous aimons les étrangers plus que nous-mêmes. Donc, sentez-vous vraiment chez vous. C'est la terre hospitalière, la terre de Thomas Sankara. Soyez bénis et bon festival à vous. Et à nos frères burkinabés, je vous invite à bien vous comporter envers les étrangers. Ne frustrez jamais quelqu'un qui vient d'ailleurs parce que la personne repartira avec une image négative de notre pays. Et nous n'avons pas intérêt à partager une image négative de notre pays parce que nous sommes le pays de Thomas Sankara et nous avons obligation de sauvegarder cette image. Voilà. Donc, Merci. bon festival à tout le monde. Merci Delphine Yerbanga. Merci à vous aussi. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Truth TV et Watt FM. Ainsi se referme donc le plateau de l'invité que j'ai pris plaisir à présenter depuis le siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Au revoir et à bientôt. Truth TV, la télé interactive.